On va commencer peut-être. C'est parti. Bonjour à tous, merci et bienvenue sur cette table ronde dédiée à la gastronomie végétale et engagée. Je suis Karine Castro, fondatrice et présidente de l'Institut de la gastronomie végétale et je suis accompagnée de mes 3 chefs invités. Christophe Moret, chef exécutif de l'hôtel Shangri-La Paris. Bonjour à tous, vous nous entendez? Oui, ça a l'air. David Valentin, chef du restaurant Le Potager de Charlotte à Paris. Bonjour à tous. Et Benjamin Revel, chef de l'hôtel-restaurant La Musardière à Giverny en Normandie. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, on le sait aujourd'hui, la demande croissante des consommateurs pour accéder à une offre végétale de qualité pousse les restaurateurs à faire évoluer leurs pratiques. Et parce qu'ils doivent s'adapter rapidement à ce contexte, les professionnels de la restauration sont en recherche d'inspiration et de nouveaux savoir-faire pour rendre cette cuisine végétale plus gourmande, plus accessible, plus gastronomique et sophistiquée. L'Institut de la gastronomie végétale vient accompagner donc, les professionnels dans leur démarche pour faire évoluer leur offre, avec notamment des actions de conseil, de formation, de communication, et finalement tout ce qui permet de faire rayonner et contribuer au développement de la gastronomie végétale. Aujourd'hui, je suis ravie d'animer cette table ronde sur un sujet qui me tenait à cœur de poser ici sur Équipe Hôtel, autour de la question comment le végétal permet-il de développer son offre de restauration engagée. Et pour y répondre, j'ai donc demandé à nos chefs invités de nous parler de leur démarche et de ce qu'ils ont pu mettre en place pour développer cette démarche de restauration végétale et engagée. Je vais vous laisser la parole, peut-être pour vous présenter, compléter en tout cas la présentation. Je pensais plutôt l'inverse. Place à l'expérience, peut-être. Je vous laisse choisir l'ordre. Voilà, vous présenter et puis pour
Pour commencer, peut-être me donner votre définition de la restauration engagée. Donc moi je suis Christophe Moret, j'ai commencé ce métier en 1984, j'ai eu la chance de collaborer 16 ans avec Alain Ducasse et dans des différents restaurants et notamment Spoon en 98 qui était déjà une table engagée et très très végétale. Et j'ai toujours gardé en fait ce background et j'ai toujours gardé dans tous les établissements où je suis passé une offre végétale. Pourquoi ? Parce que simplement je pense qu'un restaurant est un espace de liberté. Et donc ça permet aussi aux clients d'avoir un choix. Ça permet aussi à mes cuisiniers de savoir ce qu'ils ont à faire et mon maître d'hôtel ce qu'il avait à vendre. Donc c'était aussi par simplicité. Je pense que la restauration engagée ne concerne pas que le végétal, mais elle concerne l'entièreté de la restauration. Nous sommes tous des consommateurs et nous sommes forcément aussi des clients. Donc je pense qu'il est important pour nous en tout cas que nos partenaires, c'est-à-dire nos fournisseurs, puissent aussi vivre et non survivre de leur travail, et surtout pour pouvoir les maintenir et avoir toujours du choix. Moi, ce qui m'affole le plus, c'est de me dire un jour, tous ces savoir-faire, tous ces petits artisans qui nous permettent de faire de la bonne cuisine, risquent de disparaître si nous ne sommes pas engagés avec eux. Alors, il y a plusieurs façons de s'engager, mais je pense qu'avant tout, c'est notre priorité. Que d'être engagé et de maintenir ces savoir-faire, cette diversité, et qu'elle soit encore accessible pour les générations après. Voilà. Donc moi je suis David Valentin, je suis le fondateur du restaurant Le Potager de Charlotte, chef des 2 restaurants à Paris dans le 9e et 17e. Et ma définition de la cuisine engagée sera peut-être un peu plus poussée sur le végétal car j'ai des restaurants qui sont véganes, donc vraiment sans aucun produit d'origine animale. J'essaye de faire de la bistronomie végétale, de redorer un peu la cuisine végétarienne et du coup végane dans mon cas. Et pour moi, la cuisine engagée, c'est une cuisine qui porte des convictions. Donc il y a 3 grandes convictions qui m'ont poussé à faire des restaurants véganes. Donc c'est l'éthique envers les animaux, c'est la santé et c'est l'écologie. Donc pour moi, ce sont les 3 points qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on se lance dans une entreprise, quand on va vraiment se projeter vers l'avenir. Et il faut aussi prendre en compte, je pense, pour la restauration engagée, le fait de faire du fait maison, qui n'est pas tout le temps le cas, mais pour moi qui est important, de se tourner vers les produits locaux. C'est très important aussi de suivre la saisonnalité, donc de faire des menus de saison. Mes menus évoluent 4 fois par an, j'imagine que les chefs parfois plus. Mais c'est vrai qu'on a 4 grandes saisons qu'il faut suivre, avec des produits qui sont totalement différents. On n'a pas du tout les mêmes envies, on ne mange pas les mêmes choses l'hiver, on ne mange pas les mêmes choses l'été. Donc ça fait vraiment, il faut varier notre alimentation. Donc voilà pour ma définition de la restauration engagée. Donc moi je suis Benjamin Revel, je suis chef de la Musardière à Giverny. Donc c'est un hôtel-restaurant un petit peu dans la campagne, voilà. Donc on est au cœur d'un terroir qui est vraiment très riche. C'est ce qui fait que j'ai eu envie d'accentuer vraiment une part de végétal dans notre cuisine. Déjà parce qu'on a tout ce qu'il faut autour et que c'est un engagement qui s'est construit, on va dire, au fur et à mesure de certains voyages. Et une certaine prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, voilà, l'engagement il est divers. Il est à la fois sur l'aspect environnemental, mais également sur l'aspect inclusif, mais également sur évidemment le respect des saisons. Voilà, c'est vraiment une démarche assez globale. Oui, j'allais vous poser la question du pourquoi de votre motivation personnelle, mais vous l'avez un petit peu évoqué avec l'éthique animale, l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont poussé à aller vers cette démarche ? Votre raison principale ? Je pense que la raison principale, c'est aussi qu'on se rend bien compte que, on va parler simplement du poisson sauvage, on se rend bien compte que le poisson sauvage, c'est devenu très très compliqué à avoir et que nos clients maintenant aussi sont prêts à payer un certain prix pour une offre végétale. Pour avoir commencé ça en 98, c'était peut-être pas encore le cas. Je pense que les mentalités ont vraiment évolué. Je pense que faire la différence sur un légume, c'est beaucoup de travail et que les gens n'ont peut-être pas toujours assez de temps pour s'y consacrer.
ou assez d'idées peut-être pour le faire, même si maintenant avec Internet on trouve beaucoup de recettes. Mais surtout, c'est une question de temps. Et nous, dans nos cuisines, on peut y consacrer un peu plus de temps. Moi, le cheminement intellectuel pour ouvrir un restaurant vegan, ça a été, dans un premier temps, pour moi, personnellement, le respect de la vie, de la vie animale, de l'écologie, de voir qu'on est dans un monde où les problématiques sont réelles, les problématiques sont visibles, et on ne peut plus continuer à consommer de la même façon. Donc c'est vrai de réfléchir à notre façon de consommer, de notre place vraiment aujourd'hui, et d'essayer de travailler durablement. C'est quelque chose qui est important. La cerise sur le gâteau aussi, c'est de voir à quel point notre façon de consommer est mauvaise pour notre santé. Donc c'est vrai que dans mes restaurants, j'essaye aussi d'avoir une démarche humaine et d'améliorer l'humain. Donc on améliore la condition animale, le respect de la vie en tout genre. On essaie de se projeter d'un point de vue écologique pour consommer le moins possible, ou des choses qui utilisent moins d'eau, qui viennent de moins loin. Donc il y a vraiment une démarche qui est très globale, et essayer d'avoir des meilleures sources de sel, d'huile, de gras, d'essayer de faire des choses qui soient meilleures pour la santé, qui soient plus digestes. Donc c'est vraiment, mais sans oublier la gourmandise, parce qu'on est aussi restaurateur, on travaille pour que les gens... notre travail, c'est de faire passer un bon moment aux gens, c'est de faire vivre une expérience. Et donc il ne faut pas oublier cet aspect gourmandise. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vu depuis que j'ai ouvert mon premier restaurant il y a 7 ans, et depuis que je fais de la cuisine, donc je suis autodidacte, c'est peut-être ma liberté d'avoir ce côté créatif, et donc j'ai pas appris une cuisine qui est déjà établie, j'ai développé ma propre vision de la cuisine, et c'est vrai que je me suis rendu compte que plus on va vers la santé, plus on s'éloigne parfois de la gourmandise, et parce que le palais va réagir au sel, au sucre, aux graisses, et de trouver le juste équilibre pour faire passer un bon moment aux gens, pour que ce soit gourmand, pour pouvoir plaire aussi au palais. Chaque personne est différent. On a des fumeurs, on a des gens qui mangent très salé à la maison, et donc il faut réussir à avoir une cuisine qui soit assez subtile dans le sel, le sucre et les matières grasses, avec des bonnes sources, et en même temps qui puisse plaire au plus grand nombre, parce qu'on va avoir des gens totalement différents en face de nous. Moi, je vous rejoins vraiment sur ce que vous disiez par rapport au travail. C'est vrai que c'est quelque chose... Alors, ça demande plus de travail, de travailler le végétal, parce que finalement, une viande, un poisson, il n'y a pas vraiment besoin je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de savoir-faire pour les travailler. Ce serait mettre un coup de pied dans le métier, mais c'est juste que c'est beaucoup plus difficile de partir d'une carotte que d'un filet de bœuf, enfin, concrètement. Mais à la fois, c'est aussi bien plus passionnant, je trouve, parce qu'on va devoir se creuser un petit peu plus la tête. Et en plus, je reviens aussi sur ce que tu disais, David, c'est quand tu suis les saisons, quand tu suis cette contrainte, quelque part, c'est une forme de contrainte de se restreindre à ne travailler que des produits locaux, que des produits non animaux, etc. Mais je trouve que ça développe vraiment la créativité. Ça permet vraiment de se creuser un peu la tête, et puis de garder aussi une dynamique dans l'équipe qui va permettre aussi de garder ce plaisir-là et de donner ce plaisir-là. Et pourquoi, à votre avis, la cuisine végétale s'inscrit-elle dans une offre de restauration engagée? Parce qu'on ne fait pas toujours le lien entre végétal, restauration engagée. On parle beaucoup de ce terme engagé. Mais comment le végétal contribue à ça? Alors, je pense que c'est aussi l'engagement de nos clients. Je pense que c'est une vraie demande. Pour avoir fait... j'étais le premier à faire des soirées green au Shangri-La, et c'était une vraie réussite. On faisait des très très belles soirées avec des menus véganes, et ça marchait très très bien. Et je pense que c'est un rendez-vous avec nos clients, mais c'est aussi une attente de nos clients. Et puis c'est un peu notre responsabilité aussi de se dire comment je peux contribuer à ce que la planète aille mieux. Donc c'est aussi un engagement. Donc ça correspond à nos valeurs. Oui, du coup, moi, ça reprend les convictions et le fait de se projeter dans le temps, dans notre façon de travailler. C'est vrai que c'est un rendez-vous avec le client. C'est vrai que la demande évolue. En France, on est face à une gastronomie qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est face à une culture de la table qui est très respectée, qui est vraiment très ancrée dans notre culture. Et c'est vrai de sortir de cette gastronomie pour aller vers quelque chose aujourd'hui qui va répondre à nos différentes problématiques, c'est pas tout le temps facile. Et on sent que le lien est en train de se créer entre l'offre et la demande. On sent que les gens viennent avec des envies. On sent que les chefs aussi, ce que je vois évoluer, ont de plus en plus cette sensibilité
de faire l'effort, de sortir de leur zone de confort, de vouloir aller explorer quelque chose de plus végétal, de plus local. C'est vrai que ce cheminement est en train de grandir et ce lien est vraiment en train de se créer. Ouais, je pense que c'est surtout une question de sensibilisation et non pas. Enfin, je sais que moi sur ma carte, je ne vais pas forcément le préciser en face du plat que c'est un plat végétarien ou vegan, parce que je pense pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ma vision. Je pense pas que ce soit nécessaire de le faire, justement pour pas coller une étiquette, mais pour montrer que c'est juste en fait normal, qu'on peut enfin, c'est un petit peu ce qu'il faut déconstruire. Je pense que c'est en cours. Mais qu'on peut se faire plaisir, voire même plus, même si c'est peut-être difficile, je pense, quand on n'a pas cette sensibilité, d'apporter de la gourmandise, comme tu le disais, d'apporter de la gourmandise dans la cuisine végétale, alors qu'en fait, finalement, c'est complètement possible, et c'est même voilà, comme je disais tout à l'heure, ça décuple vraiment les possibilités, mais on se rend compte que cette demande, elle est vraiment là et qu'elle est de plus en plus là, et même de la part de personnes qui ne vont pas forcément être végétariennes ou véganes, quoi. Alors, comment se concrétise votre offre au quotidien? Christophe, tu en parlais un petit peu de ce lien avec les producteurs. Quels produits vous utilisez? Qu'est-ce que vous proposez en fait dans vos restaurants finalement? Alors, moi en fait, il y a plusieurs points de vente, voilà, mais en fait, dans tous les points de vente, que ce soit au room service, que ce soit dans un bar, que ce soit dans les lounges, que ce soit dans les restaurants, il y a forcément 3 offres végétales. En fait, je trouve que, enfin, en tout cas, c'est notre engagement. Depuis que j'ai repris Shangri-La, j'ai toujours voulu avoir ça, et je pense que j'ai raison. Et je pense que mes clients aussi ont fait un vrai choix. Après, je pense que le problème que l'on a en France, c'est qu'on a un gros héritage gastronomique qui est parfois un peu lourd, un peu pesant, qui a des bons côtés, mais qui a aussi des mauvais côtés. C'est-à-dire que la protéine animale est quand même la chose qui permet de mettre une valeur, peut-être sur un menu, sur un prix, en tout cas pour nos clients. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, on se rend compte que nos clients sont en train de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de mettre une protéine animale pour valoriser quelque chose. Et ça, c'est rassurant, parce que ça veut dire que ça se développe, on a mis du temps, mais c'est en train de rentrer dans les mœurs. Du coup, mon offre, elle est 100% végétale. J'ai une petite carte, donc j'ai 5 entrées, 4-5 plats et 4-5 desserts. Donc c'est ce qui nous permet aussi de proposer du 100% fait maison, ce qui est très important, qui fait partie de l'ADN de mes restaurants aussi. Comme je disais, pour de la gastronomie, cela va de soi. Pour des restaurants qui ne sont pas forcément gastronomiques, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps du 100% fait maison, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Avec des petites cartes qui vont évoluer avec les saisons, comme je disais, c'est de remettre le légume, le céréal au centre de l'assiette. Donc c'est vrai que moi, comme je pars d'une page blanche, j'ai moins de problématiques et j'ai moins l'impression de devoir désapprendre quelque chose que j'aurais appris. C'est vrai que, en fait, j'ai ouvert du coup avec mon frère le premier restaurant il y a 7 ans. Et donc je devenais chef en même temps, parce que j'ai appris à faire la cuisine face à l'assiette. Donc ça s'est fait petit à petit, il y a eu un cheminement intellectuel qui s'est fait, comment construire une recette, qu'est-ce qu'on va mettre au centre de l'assiette. Et donc j'ai essayé de faire confiance à mes goûts. Et petit à petit, ma vision de la cuisine s'est précisée. Donc en mettant le légume star au centre, des céréales, des noix, des jeux de texture. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de rythmer mes recettes également. C'est 100% végétal, donc c'est créatif, personnel, c'est infini. On a énormément de possibilités. À chaque saison, on a des produits. Je prends juste l'exemple des tomates. On a 50 variétés de tomates différentes, si ce n'est plus, avec des couleurs, des saveurs et des textures différentes. Et donc ce jeu-là est très important dans ma cuisine. C'est de rythmer, de mettre un jeu de couleurs, de saveurs, de textures, de garder de l'intérêt. Après, je l'ai vu, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, messieurs, mais il est plus facile pour moi de créer une entrée ou un dessert parce qu'on va avoir des quantités qui vont être un peu plus moindres par rapport à un plat. Parce que quand on est dans du 100% végétal, il faut aller chercher les calories, c'est important. Donc c'est vrai que
En fait, l'être humain, il a un besoin d'aller chercher la calorie. Donc c'est vrai que quand on voit quelque chose qui est plus calorique, on salive, on a envie d'y aller. La viande, c'est plus calorique, donc on va avoir besoin de manger moins en quantité. Alors que quand on va dans du végétal, on va devoir augmenter la quantité dans l'assiette pour aller chercher les mêmes calories. Et donc c'est vrai que de garder un équilibre, un intérêt sur la dégustation, sur une recette qui est un peu plus copieuse, c'est plus difficile que sur une recette qui sera moins grande et moins copieuse dans l'assiette, parce qu'on va avoir plus de rythme. Et ce qui est important aussi, ce que j'aime faire dans mes recettes, c'est que la première bouchée ne soit pas la même que la troisième, qu'on puisse même après 5-6 bouchées être surpris de ce qu'on est en train de manger, de découvrir une texture supplémentaire, d'avoir un ingrédient qui se révèle un peu plus qu'un autre. Donc c'est ça que j'essaye de proposer au quotidien dans mes restaurants. Ouais, je te rejoins vraiment sur le fait que c'est plus difficile sur un plat, effectivement. Parce qu'en fait, on va avoir besoin d'apporter cette consistance, d'apporter ce qui fait que, même aussi dans l'intitulé du plat, le fait de pouvoir donner envie à des gens justement qui ne vont pas forcément de base partir sur un plat, qui vont être tout de suite sur la viande ou sur le poisson, et d'apporter cette gourmandise, et pas forcément voilà, par un produit noble, mais juste d'apporter la gourmandise avec un... Il y a des produits comme, je pense, évidemment les pois chiches, le quinoa, bon, c'est évident que ça apporte de la consistance, mais il y a aussi des légumes comme l'aubergine ou les champignons, de manière générale, qui remplacent presque la viande, et qui ne sont pas un substitut, mais qui sont vraiment des produits qui vont permettre à la fois d'avoir du goût et de la texture. Et je reviens sur ce que vous disiez, chef Moret, sur le patrimoine. C'est vrai que en fait, quand on est en formation dans les écoles hôtelières, en fait, on est sur un schéma classique où on va commencer à apprendre à lever un poisson, commencer à apprendre à désosser une viande, etc. Mais c'est toujours l'élément principal. On apprend finalement très peu dans le cursus la place du végétal, qui est finalement souvent là pour accompagner, mais très peu pour élément principal. Donc quand tu te lances dans une démarche comme ça, et je comprends que ce soit difficile pour plein de chefs, pour plein de restaurateurs, de s'imaginer faire un plat sans viande, parce qu'on n'est pas construit comme ça. Mais effectivement, je pense que ça part quand même pas mal de la formation et du schéma dans lequel on a été construit. Vous l'évoquez un petit peu, cette notion de défi, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous rencontrez quand vous créez une offre végétale ? David, tu parlais de cet équilibre, d'essayer de trouver cet équilibre. C'est aussi peut-être déconstruire ce qu'on sait quand on est passé par les écoles. Est-ce qu'il y a d'autres défis, en fait, pour réaliser cette offre végétale ? Il y a toujours la même chose, hein, c'est le carnet d'adresse, c'est trouver les bons fournisseurs. Et puis surtout, je pense qu'il faut rester curieux. Je pense que la curiosité est un vilain défaut qu'il faut entretenir. Je pense que de la curiosité vient la recherche, vient aussi la rencontre, vient aussi cette démarche de se dire ok, bon, la carotte elle est belle, mais qu'est-ce que je peux lui faire à cette carotte pour qu'elle soit magnifique ? Et je pense que c'est une curiosité. Et je pense que c'est notre devoir en tant que chef de cuisine de garder en tout cas cet esprit de curiosité. Et après, je pense que c'est une vraie démarche personnelle, comme tout un chacun. Je pense et c'est comme ça que ça marche le mieux, en fait. Si on a cette conviction, on sait qu'on va la porter et on va la transmettre à nos équipes. Et après, ce seront aussi eux, ils vont pouvoir aussi, quand ils seront chefs, le développer. Voilà. Oui, je rejoins tout à fait Christophe. Le sourcing des produits, ça c'est une certitude. On a une offre végétale qui explose chez les fournisseurs. Parce que c'est vrai que quand on suit les saisons, quand on parle de légumes, on connaît un peu. Après, c'est vrai que la curiosité, c'est la base de tout. C'est vraiment grâce à la curiosité qu'on va être créatif, d'aller chercher des légumes qu'on ne connaissait pas. Et il y a 7 ans, quand j'ai commencé, très rapidement, j'ai senti que j'étais à l'aise et j'avais l'impression de comprendre beaucoup de choses. Et 7 ans après, je me rends compte que plus ça avance, plus je suis à l'aise, mais moins je connais ce monde infini qui est la cuisine et toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et on découvre des légumes, on découvre des céréales, on découvre des choses tout le temps. Il y a des choses qui reviennent sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... Je pense
quand on travaille, moi je suis passionné par ce que je fais, donc je ne vois pas de problématique dans ma façon de travailler. Après c'est sûr qu'il y a l'humain, il faut gérer des équipes, il faut former nos collaborateurs, la problématique elle est aussi du fait d'avoir des clients en face, de devoir contenter les gens sur des petites périodes, parce que la restauration c'est un contrat qui est très court avec nos clients. En 1h30, 2h, 2h30, on doit avoir fait notre travail, on doit avoir fait vivre une expérience agréable à nos clients. Et donc ça, c'est la problématique, c'est de bien faire son travail, d'être professionnel, d'être rigoureux dans notre démarche. Après, voilà, je pense qu'on est tous les trois passionnés par ce que l'on fait, donc de transmettre une passion, c'est pas ça la problématique. Après, c'est vraiment toute la gestion qu'il peut y avoir autour. Mais on a quand même de la chance, on est à Paris. Moi j'ai accès à des fournisseurs locaux suivant les périodes. C'est vrai qu'on parle beaucoup du local, mais en plein été, on ne va pas aller chercher nos aubergines à une demi-heure de Paris, on va aller dans le sud de la France ou en Italie, ou dans des terroirs qui sont beaucoup plus ensoleillés. Mais par contre, l'automne ou l'hiver, on va pouvoir vraiment parler de localité, on va pouvoir aller chercher des lentilles d'Île-de-France, des champignons, des champignonnières de Paris. On a tous les légumes racines, on a tous les légumes feuilles qui vont être autour de Paris. Donc là, on peut vraiment parler de manger local. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, quand on n'a pas la possibilité de manger vraiment local, donc les moins de 200 km autour de Paris, eh ben, on peut avoir la problématique de se dire d'où vont venir nos produits. Est-ce qu'on va on va trouver des choses dans le sud de la France, en Italie, en Espagne? Est-ce que chaque pays va respecter les mêmes normes autour du bio, autour de la façon de produire? Donc voilà, on peut avoir ce genre de... C'est aussi possible de faire cette démarche en ville. Tout à fait. Et on a aussi, comme je disais, on est à Paris, on a aussi Rungis, qui est pas loin, le plus grand marché d'Europe. C'est quand même exceptionnel. On a la possibilité d'avoir accès à tous les produits du monde. C'est vrai que, comme on le disait, du coup, de remettre le céréal, le légume au centre de l'assiette, on va aussi, même si on parle de manger local, on va vouloir mettre des épices, on va vouloir relever, on va vouloir mettre du rythme, des saveurs. Et donc, on va aller chercher aussi des produits. Donc, on peut manger uniquement local, on pourrait le faire. Mais c'est vrai que cette créativité, cette richesse dans la cuisine végétale va faire qu'on va forcément se tourner vers des produits importés, vers des épices, vers énormément de petites choses qui vont venir agrémenter et rendre l'expérience encore plus unique et encore plus gourmande et encore plus efficace. Alors moi, je suis un petit peu extrémiste. Justement, dans la cuisine végétale, ce que je ne veux pas faire, c'est chercher des substituts. Alors, des substituts, j'entends par soit des produits qui vont être transformés tout près, ou alors de chercher à reproduire une recette traditionnelle. Je sais pas, le steak végétal, c'est vraiment quelque chose. Voilà, moi je peux pas. La plupart du temps, ça n'a pas de goût. Après, à la limite de le faire, probablement. Mais en tout cas, dans la démarche que j'ai, c'est de plutôt regarder ce qu'il y a autour de là où je me trouve. Après, je suis pas à Paris, moi je suis un peu excentré, donc les producteurs, je les ai peut-être un petit peu plus. C'est pas très loin de Paris. C'est pas très loin, c'est à 1 heure, mais on est quand même entouré de producteurs. Et enfin voilà, ils vont me livrer en direct, etc. C'est peut-être la facilité que j'ai. Mais par exemple, pour reprendre ce que tu disais sur les origines des produits, après voilà, je pense que toi c'est encore plus restreint puisque tu as un catalogue finalement de produits que tu peux utiliser qui va être un peu plus restreint. Et justement, je pense que c'est peut-être la difficulté que tu peux avoir. Mais par exemple, j'ai arrêté d'utiliser de l'huile d'olive depuis maintenant 2 ans parce que j'ai un producteur d'huile de tournesol en bio à côté de chez moi qui est juste formidable. En fait, c'est pas juste une huile de tournesol que tu vas utiliser pour de la cuisson, mais ça a vraiment un intérêt. Je vais pas utiliser alors que j'adorais, hein, mais voilà, ça me tente des fois, mais tout ce qui est, je sais pas, les pistaches, les cacahuètes, je me l'interdis parce que j'ai envie d'essayer de faire en sorte de faire avec ce qu'il y a autour. Après, effectivement, quand tu es dans une démarche 100% végétale, je pense que la tâche est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que voilà, le produit qui va venir de l'autre bout du monde, à moins d'avoir peut-être un contact direct ou un fournisseur de confiance, j'ai toujours du mal à savoir, à me dire comment ça a été produit, qui est-ce qui l'a produit, dans quelles conditions, et quel impact ce produit peut avoir eu. Mais c'est sur des choses très basiques, hein. On s'en est rendu compte avec l'huile de tournesol, on s'en rend compte avec des produits comme la moutarde.
c'est des produits qui nous paraissent totalement, qui sont basiques, mais qui ont en fait beaucoup plus d'impact, malgré le fait que ce soit végétal, beaucoup plus d'impact qu'on peut l'imaginer quand on connaît un petit peu les dessous en fait. Le ratio de l'impact entre l'utilisation de la viande ou la provenance de ces produits ce qui est sûr, c'est que l'industrie de la viande pollue énormément et utilise beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'antibiotiques. En fait, le problème, on n'a pas encore parlé, mais le problème, ou même la solution, c'est de sortir le plus possible de l'industrie, de tout ce qui est industriel. Parce qu'on va avoir vraiment... C'est pour ça que le côté fait maison, c'est très important. Des produits entiers, c'est très important. Parce que quand on est dans des produits industriels, si on a ces problématiques aujourd'hui, en termes de climat, en termes d'écologie pour être un peu plus large, en termes d'éthique envers les animaux et en termes de santé, c'est à cause des industriels. C'est parce que notre système a évolué et en fait on a des gros groupes qui sont accaparés les marchés et on va avoir, plutôt que d'avoir un petit champ avec 50 vaches, on va avoir un grand champ avec 2000 vaches ou plus et on va avoir besoin de les nourrir et on va aller planter du soja à l'autre bout du monde et c'est ce qui va engendrer la déforestation de l'Amazonie, etc., etc. Donc c'est vrai que de sortir des produits industriels, de revenir à du fait maison, déjà c'est la première victoire. Même si ce n'est pas 100% végétal. Moi, c'est ce que je conseille aux gens et je pense que c'est le premier stade pour se sentir mieux, pour avoir l'impression de faire une vraie action pour les convictions dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que je te rejoins sur la provenance des produits, sur comment ils ont été produits, c'est très important. On le voit sur le côté humain qu'il peut y avoir aussi derrière. C'est vrai que moi, par exemple, on en parlait juste avant, l'avocat. L'avocat, c'est... pour moi, c'est un super produit dans la cuisine végétale parce qu'on va aller chercher une texture qui est superbe, on va aller chercher une base assez grasse mais saine pour pouvoir faire s'exprimer d'autres saveurs autour. Donc c'est très intéressant. Mais on a le problème de l'avocat qui est devenu très célèbre. Et tout le monde consomme de l'avocat dans le monde entier. Et on a un problème, du coup, c'est un fruit qui consomme beaucoup d'eau. C'est beaucoup moins que la viande si on doit le comparer. C'est 4 fois moins, je crois. Mais on consomme beaucoup plus d'eau par rapport à d'autres produits. Et aussi, on n'a pas tout le temps des avocats. On a des avocats en France, en Corse, mais seuls les Corses en profitent. Ouais, nous, on n'a pas vraiment la chance d'en profiter. C'est l'or vert des Corses. Sinon, on peut en avoir beaucoup en Espagne, mais sinon, ça va venir de loin. On sait aussi qu'au Mexique, il y a le problème humain qu'il peut y avoir autour des champs d'avocats, autour des cartels qui le reprennent. Donc ça, c'est vrai pour l'avocat, c'est vrai pour beaucoup d'autres produits. Malheureusement, c'est le cas dans notre monde, vraiment dans tous les marchés. Je le vois. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur la noix de cajou. C'est un agent de texture qui est incroyable pour la cuisine végétale. Ça nous permet de faire des fromages frais, ça nous permet de faire des desserts. C'est très gourmand. Ça peut vraiment être réduit en crème lisse. Moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser. Et quand on se renseigne, on se rend compte que beaucoup de villages en Inde ne vivent que grâce à la noix de cajou, que la récolte de la noix de cajou, c'est quelque chose qui est très toxique pour les personnes avec la pomme de cajou qui vont le récolter. Et en fait, c'est souvent les femmes en Inde qui vont le récolter. Et elles ne vont pas avoir d'outils pour être aidées à ne pas se brûler les mains, à ne pas... Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il faut essayer de sourcer le plus possible. On a des fournisseurs qui travaillent avec des convictions qu'on peut partager, beaucoup plus éthiques, qui pensent à l'humain, qui pensent à l'écologie. Et donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Et après, moi c'est vrai que dans mon aspect très santé de la cuisine, les pistaches, suivant la saison, c'est juste incroyable. J'adore cette saveur, j'adore ce que ça peut apporter à un plat. C'est vrai que les noix dans la cuisine 100% végétale, ça va apporter de la protéine, ça va apporter de la constance, ça va apporter de la richesse dans les recettes. Et j'essaie toujours d'avoir un topping un peu croquant qui peut venir par des graines ou par des noix. Donc voilà, il faut regarder ce qu'il y a derrière le produit. C'est une obligation également. Le choix se fait finalement par ta propre porte d'entrée, la santé, l'environnement, le bien-être animal. Voilà, si tu décides d'utiliser de la pistache par souci de santé, c'est cette porte d'entrée-là qui t'amène vers ça en fait. C'est un produit qui est beaucoup trop bon pour ne pas être utilisé pour moi. Même si ça peut venir... Après la pistache, c'est peut-être le produit qui ne vient pas forcément du plus loin, comparé à la noix de cajou. Mais c'est vrai que par exemple là, pour l'automne, on va utiliser les noix de Grenoble. Moi que je marie avec plein de légumes racines, c'est notre terroir et c'est un produit qui est magnifique.
Non, mais je pense que notre principal engagement, c'est surtout d'éviter les produits issus de l'agroalimentaire. Tous les texturants qui ont été développés depuis des années, je pense qu'on peut très bien s'en passer. C'est assez neuf, ces produits-là. Et je pense qu'on a une richesse, en tout cas en France, de produits qui nous permet quand même d'avoir un beau panel de choix, de recettes. Après, on est comme tout un chacun, on a tous voyagé un petit peu, on a eu la chance de voyager. Moi, le meilleur repas que j'ai fait vegan, ça a été au Japon dans un temple bouddhiste. Ils arrivent à faire des textures que je n'arrive pas encore à faire. Je suis très frustré, mais ils font des textures incroyables. Et tu te dis, waouh, il faut qu'on y arrive. Donc non, je pense que la première chose, en tout cas moi, un de mes premiers engagements, j'ai 2 produits qui viennent de l'étranger, parce que je suis obligé de les avoir. C'est du caviar et de la langoustine vivante. Et tout le reste, ça vient en majorité de France. On a développé, moi j'ai développé un réseau depuis très très longtemps. Et c'est vrai que quand j'avais mon 2 étoiles, en fait mes premiers produits venaient de la Côte d'Azur, remontaient la vallée du Rhône, venaient jusqu'à la région centre et allaient jusqu'en Bretagne. Et ça nous permet aussi d'avoir une durabilité dans les produits. Après, je pense que notre engagement aussi, et notre responsabilité vis-à-vis de nos clients. On a quand même une grosse responsabilité alimentaire. Les gens nous font confiance, donc c'est aussi à nous de ne pas rompre ce lien de confiance et de savoir d'où viennent nos produits, ce qu'on donne réellement à manger aux clients. Et moi, je pars toujours du principe, si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes clients. Donc il y a plein de produits que j'ai enlevés des cuisines, voilà. Quels sont les retours de vos clients d'ailleurs? Comment vous leur parlez de cette offre? Comment vous la leur expliquez? Quels sont les retours quand vous développez une nouvelle carte, par exemple? Je dirais que justement, on ne le met pas forcément c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant en premier, parce que je pense qu'il faut laisser j'ai vraiment envie de laisser l'aspect, les plats à base de céréales et de légumineuses, etc., qu'on peut avoir à la carte, prendre leur place eux-mêmes. Et laisser la surprise aux gens d'aller vers ce plat-là alors qu'ils n'auraient pas forcément imaginé le prendre. Et plutôt communiquer et échanger après que les gens aient goûté. Parce que on s'en rend compte même sur d'autres choses. Enfin, j'ai arrêté de travailler du poisson de mer, par exemple, pour travailler que des poissons d'eau douce. En fait, la démarche, elle est la même. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, mais pas trop. En fait, il faut laisser les gens découvrir. Et après, ça va les mettre... Alors, soit ça passe pas du tout, soit ils vont pas du tout accrocher, mais c'est quand même très, très rare. Soit ils vont être justement... ils vont être convaincus et ils vont avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Et là, je pense qu'on peut créer un déclic. Et je le vois au quotidien, quand on a des gens qui disent ouais, moi d'habitude, je mange, si j'ai pas la viande, j'ai l'impression de ne pas avoir assez mangé, etc. Là, je leur dis, voilà, là dans votre plat, il n'y a rien d'origine animale. Vous avez assez à manger. Ils sont étonnés. En fait, c'est ça, ils sont étonnés. Et je trouve que de passer par le sentiment de surprise, de l'étonnement, je trouve que ça crée un déclic supplémentaire. Curiosité. La curiosité, ouais, complètement. Alors, du coup, moi, l'offre est 100% vegan, mais j'ai jamais écrit vegan dans mes restaurants. Depuis le début, j'ai senti, donc en 2015, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, que c'est un mot qui faisait un peu peur aux Français, qui culturellement était pas facile à mettre en avant. Et donc, ça a été une cuisine végétale et gourmande. Et j'ai eu des clients habitués qui, au bout de 2-3 ans, se rendaient compte que c'était 100% vegan, parce qu'ils découvraient ce qu'était vraiment la cuisine vegan. Ils disaient, mais au final, je pensais que c'était juste végétarien, mais au final, il n'y a vraiment aucun produit d'origine animale. Donc moi, je laisse aussi un peu la place aux clients d'imaginer, parce que mes recettes, on va avoir un ingrédient principal qui va être mis en avant en titre, entre guillemets, par exemple des lentilles vertes de la Brie et girolles, par exemple, et en dessous, je vais avoir les ingrédients bruts. Donc je vais laisser le client imaginer ce qu'il pourrait avoir dans l'assiette, et après, on va confronter sa vision de l'intitulé avec ma vision de la recette. C'est un voyage. C'est un voyage, oui, c'est un voyage, c'est une expérience, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on parle d'expérience au restaurant. On n'est plus là juste pour manger.
Après, ça arrive, il y a des restaurants où on va aller peut-être moins pour vivre une expérience, mais ce serait dommage, nous, en tant que restaurateurs, c'est magique de se dire qu'on va faire vivre une expérience à nos clients, qu'on va leur faire découvrir des choses, qu'ils vont découvrir des nouvelles associations, nouvelles textures, saveurs. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'anime au quotidien. Et après, le retour que je peux avoir des clients, ce qui est super, donc encore une fois, c'est de dire qu'on a des gros viandards qui sont super contents quand ils partent. Et je me suis rendu compte avec le temps que mes restaurants véganes étaient un restaurant où, quand une personne est végane dans une famille ou dans un groupe d'amis, il va ramener les autres. Et donc on a la lourde tâche de montrer que l'on peut allier conviction et gourmandise. Et ça se passe super bien. Moi, j'ai vraiment des très bons retours avec ma clientèle, des gens qui sont agréablement surpris, qui ont eu beaucoup de gourmandise dans l'assiette, qui ont assez mangé et qui reviennent. Donc ça, c'est juste magique. Que dire après tout ça? Non, mais je pense qu'on a vu l'évolution aussi de notre clientèle. Je pense que les gens sont à même aussi de vouloir être surpris, de vouloir découvrir. Après, le plus dur, c'est de les fidéliser. Si on a bien fait notre travail, on va les fidéliser. Si on l'a moins bien fait, bon, ils vont peut-être pas revenir. Mais la plupart du temps, c'est, en tout cas pour chez nous, c'est madame qui veut venir manger sur une soirée végane, par exemple, monsieur qui l'accompagne. Et à la fin du repas, quand je fais le tour de la salle, le monsieur qui me dit « Écoutez, je suis venu en traînant les pieds, mais je vous remercie. J'ai suffisamment mangé, c'était très bon. » Et voilà, et là, c'est gagné. Là, on se dit, on a remporté notre challenge. Après, mettre vegan, on n'a pas besoin de toujours tout expliquer. Je pense que aussi la magie, c'est ça, c'est de découvrir. Et après, d'échanger. Je pense qu'il est important aussi que les chefs aillent au contact de leurs clients, échangent avec leurs clients pour justement pouvoir participer aussi à cette évolution. Et je pense que c'est aussi ça qui a changé aussi le rapport de nos clients avec les chefs. Je pense qu'il s'est un peu démocratisé. Le chef qu'on voyait avant, c'était sacralisé. Je pense que maintenant, on est tous aussi un peu plus accessibles. Et en plus, ça nous plaît en fait d'échanger. On n'a pas forcément la science infuse. Et on peut aussi découvrir des bonnes réflexions. Vous savez, quand vous faites le tour de votre salle, vous imaginez une recette. Vous l'avez schématisé, vous avez un cheminement pour cette recette, et en fait le client va la savourer différemment que vous, et il va vous sortir quelque chose de différent, et tu dis tiens c'est marrant, mais pourquoi il l'a interprété comme ça? Donc c'est un vrai échange. Donc il faut pas que le client ait peur de discuter avec le chef, parce que parfois quand on est végétarien ou végétalien, c'est difficile de demander au chef ce qu'il peut faire, mais il faut oser, il faut le faire. Ouais, alors je pense que c'est en train d'évoluer. Hein. Moi, je t'ai raconté l'autre fois, j'ai une demoiselle qui vient manger une soirée green. C'était ses 18 ans. Son papa voulait l'inviter dans un restaurant étoilé. Il téléphone à 2-3 restaurants parisiens. Et les chefs disent non, on ne fait pas ça, ça ne m'intéresse pas. Et comme elle était venue à une green, elle est venue après à l'abeille. Et nous, on avait déjà un menu vegan en place. Et là, tout le monde a été séduit. Donc oui, c'est notre responsabilité de le faire. Je pense qu'il y a vraiment un aspect éducatif en fait, de transmission, que ce soit en termes de transmission au sein des équipes, de sensibilisation, mais aussi éducatif de faire comprendre aux gens l'impact réel de ce que tu peux avoir dans ton assiette. Certes, voilà, tu vois que l'aspect final, mais tu ne vois pas forcément ce qu'il peut y avoir comme impact en amont. Je pense qu'il y a vraiment un aspect aussi éducatif dans la manière de communiquer et la manière de présenter, ne serait-ce que sur une carte, de présenter les plats. L'intitulé aussi est très important. Enfin, j'ai aussi pu vérifier ça, c'est que des fois, tu vas avoir un intitulé sur le ou les plats végé. Et ça va pas du tout marcher parce que tu te rends compte, en fait, après tu prends un peu de recul, tu te dis mais en fait non, là ça va moins donner envie, tu vas pas avoir justement cette gourmandise qui va te donner l'envie de prendre ce plat. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de la manière de communiquer qui est aussi très très importante. Alors pour terminer, comment vous voyez déjà l'évolution de cette restauration engagée et comment le végétal peut aider à aller plus loin? Alors, je pense que la plupart des jeunes chefs sont très engagés, donc ça c'est chouette. Donc ça veut dire qu'il y aura en tout cas une passation
Il y a une prise de conscience depuis des années et on voit beaucoup de jeunes chefs évoluer sur cette offre végétale. Je pense que le végétal, pendant des années, c'était un pâle accompagnement de la protéine principale. Mais à force de le travail, on a quand même développé une qualité dans l'offre végétale qui peut surprendre, et en tout cas qui doit interpeller. Et c'est une offre qui est en plein développement et qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'avenir là-dessus. Après, je ne suis pas pour l'intégrisme en général. J'aime bien la liberté. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une offre qui ne va pas s'arrêter de se développer. C'est une très bonne question. Moi, c'est vrai qu'après 7 ans donc de vision de la restauration vraiment et de l'offre végétale, je me rends compte, je pensais il y a 7 ans, en ouvrant le restaurant, qu'il y allait y avoir plein de restaurants véganes qui allaient ouvrir. Et 7 ans après, le constat est qu'il y a même des restaurants véganes qui ont fermé. Donc c'est vrai que c'est pas forcément d'avoir un restaurant 100% vegan, il faut qu'il y ait des gens derrière qui aient toutes les convictions, qui soient animés. Donc c'est un peu dur, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les restaurateurs proposent une offre végétale, et ça, je trouve que c'est très important. C'est de pouvoir manger végétal dans quasiment tous les restaurants. C'est à terme, ce serait la meilleure façon, et c'est ce qui est en train de se profiler. On voit que vraiment les restaurateurs font l'effort, les restaurateurs commencent à être sensibles à ça. Après, ce qui manque pour moi en France, c'est vraiment la formation. Parce que moi, je suis autodidacte, j'ai eu cette chance d'avoir cette sensibilité, d'avoir cette envie-là de travailler, de découvrir les produits, de découvrir les cuissons, etc. Mais de faire un travail qui a été énorme, très long, et que je continue au quotidien, et qui sera, je pense, un travail que je ferai toute ma vie. Mais du coup, face à la formation, de devoir désapprendre ce qu'on a appris pour pouvoir créer une offre végétale, eh ben c'est chronophage. Enfin, ça ne permet pas d'avoir du résultat rapidement, et on a des chefs qui sont perdus et qui n'ont pas les bonnes armes pour répondre à cette demande. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'offre de formation évolue et que l'on puisse apprendre à travailler ces protéines végétales-là, à les mettre au centre de l'assiette. Après, ce que je dis aussi, il faut oser, il faut prendre une page blanche et y aller, et ce que font très bien... mais ce qui n'est pas fait par beaucoup de chefs. Et on voit que le cheminement est encore assez timide pour beaucoup de grands chefs qui, je pense, qui n'ont pas de problème de créativité, qui pourraient y aller, mais voilà, il y a encore des freins qui sont présents. Et donc, ils nous font plus de... Parce que chaque personne dans mes cuisines est une personne que j'ai formée 100% et pas forcément une personne qui sort d'une école. Donc c'est-à-dire que je me suis créé ma vision à moi de l'organisation de ma cuisine et de la restauration, et vraiment de comment fonctionne une cuisine, et je l'ai transmise, et ainsi que ma vision de comment faire une recette, de comment cuire, assaisonner, etc. Et donc je pense que c'est ça qui va manquer aujourd'hui, c'est ce travail sur le végétal qui devrait être appris à l'école. Et sur le terrain, beaucoup sur le terrain. Et bien sûr, il faut qu'il y ait, quoi qu'il arrive, une passation entre le côté pratique. Il faut passer de l'école aux cuisines, c'est important, et on voit avec les stages, etc. Donc c'est très bien. Et moi, par exemple, j'ai énormément de demandes de stages dans mes restaurants, et je n'arrive pas à y répondre, parce que j'ai des petits restaurants avec des cuisines qui ne sont pas très grandes, et de pouvoir prendre des gens en stage au milieu de mes petites cuisines, c'est compliqué. On a beaucoup d'activités, du coup c'est un rouage qui serait compliqué à rajouter. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, peut-être avec un 3e restaurant, avoir un peu plus de place pour insérer des jeunes personnes, parce que j'ai beaucoup de demandes. Vraiment, en cuisine, je reçois des gens qui me paraissent passionnés et qui ont envie de découvrir ce qu'on fait au Potager de Charlotte, et malheureusement, je n'ai pas la place pour eux. Donc voilà. Il faut ouvrir un 3e restaurant. On y travaille. Faire une chaîne de fast-food, sinon non. Non, je pense que l'évolution, elle est... Évidemment, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Après, je pense que l'étape... je pense qu'il faut une étape. On peut pas être dans... C'est difficile d'être dans l'extrême tout de suite, parce qu'on voit aussi la vision que ça peut renvoyer. Ça donne des comportements qui vont...
des gens qui vont être très fermés tout de suite. Je pense que justement, la première étape, c'est déjà de sensibiliser, de transmettre et de donner du sens, surtout. Parce qu'en fait, de juste dire à des gens faut arrêter de manger de la viande, faut arrêter de manger du poisson, bon, très bien, mais si tu ne sais pas pourquoi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Sans infantiliser la clientèle, mais quand je disais tout à l'heure, c'est un côté vraiment éducatif. Et tu peux pas juste bourrer quelque chose dans le crâne des gens, il faut leur donner envie. Une fois que tu leur donnes du sens, après, tu peux faire quelque chose de plus intéressant. Mais c'est pour ça que je pense que, en tout cas, dans la cuisine que je fais, c'est pas du 100% végétal, mais c'est de revoir à la fois par la provenance et la manière dont a été produit chaque produit, mais aussi de redistribuer un petit peu et de rééquilibrer les quantités, de plus avoir de plus être juste sur des grosses assiettes dégoulinantes je pense qu'on est déjà plus là-dedans, mais aussi de réfléchir justement à ça, aux quantités justes, à limiter le gaspillage, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé là, mais le gaspillage représente un impact énorme finalement d'une quantité de denrées produites qui partent à la poubelle. Je pense que c'est vraiment sur une réflexion globale qu'on va pouvoir faire évoluer justement cette cuisine végétale et en tout cas beaucoup plus réfléchie. Alors on arrive à la fin de notre table ronde. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour les chefs qui voudraient aller dans cette démarche végétale engagée ? Il ne faut pas hésiter à y aller. Je pense que c'est un peu le début un peu de notre conférence. Hein. Il faut entretenir cette curiosité. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir un patrimoine végétal incroyable et on a suffisamment de choix, en tout cas, pour pouvoir y arriver. Donc je pense qu'après, il faut un peu au début peut-être se forcer, mais ça vient assez naturellement. Maintenant, avec le développement d'Internet, les livres, on a accès à tout. Hein. C'est juste une question de curiosité et d'engagement. Oui, ce que je disais, oser, essayer de se concentrer sur une nouvelle approche, de travailler le légume, de ne pas avoir peur de... C'est vrai qu'il y a plein de plats. C'est vrai que dans la gastronomie italienne, on a les risottos, on a les plats de pâtes où on a entre guillemets un céréale qui est au centre de l'assiette et ça pose aucun problème. Et donc il ne faut pas avoir peur de mettre un autre céréale ou de mettre un légume, de tenter et vraiment de se laisser aller. Pour les chefs, d'être curieux, créatifs. Et ne pas avoir peur de se tromper aussi. Pas avoir peur de toute façon, c'est que quand on se trompe qu'on avance. Quand on a tout bon, c'est super, mais ouais, c'est pas toujours le cas. Et quand on se trompe, c'est là qu'on apprend le plus. C'est là qu'on va sortir de la zone de confort. C'est là qu'on voilà. Donc il faut tenter, il faut faire goûter la famille, à la maison, les amis, et petit à petit, et après aux clients. Je pense qu'il faut, pour donner l'envie à des chefs d'aller vers plus de végétal, je pense que déjà, il faut la curiosité, c'est vrai, mais pour avoir la curiosité, on sait quand même que dans notre métier, il y a une grosse question de fierté, d'ego et de Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et d'assurance sur les connaissances que chacun peut avoir. Mais avant de se tourner vers une nouvelle cuisine comme ça, il faut être sensibilisé. Et si tu n'en as pas envie, tu le feras pas, ou alors tu le feras mal. Et voilà, je pense que déjà, c'est dur hein, peut-être de dire ça à quelqu'un, mais il faut déjà mettre sa fierté et son ego de côté pour pouvoir recevoir des conseils, accepter le fait d'ouvrir un livre, d'aller demander des conseils à des collègues ou à des gens qui s'y connaissent. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas ça, tu peux pas, c'est pas possible. C'est une démarche personnelle en fait. Oui, ça part forcément d'une démarche personnelle. Je pense que si tu fais ces choses-là, alors quand je dis ces choses-là, c'est si tu as envie de mettre en place des choses, que ce soit pour le bien-être de ton équipe, le bien-être
des clients, l'aspect environnemental, etc. Il faut que ça parte de conviction, sinon, enfin, je pense qu'on le sait tous, mais il y a toujours des dérives et il y a toujours cet aspect communication et marketing qui peut prendre le dessus. Et du coup, ça peut pas être fait. La démarche ne peut concrètement pas être entière. Donc voilà, je pense que ça part déjà d'un déclic et que ça peut pas être quelque chose d'imposé. Super. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu débordé dans le temps. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions éventuellement. Si vous avez des questions dans la salle. C'est en dessous le on-off. Ça y est. Je suis Jean-Luc Vessard de Bon pour le climat. Je suis ravi de ce que j'ai entendu parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Alors, juste, David, je suis avec vous à 200%. À un détail près, il ne faut pas abandonner l'animal. Alors pourquoi il ne faut pas abandonner l'animal? C'est que si vous voulez avoir des légumes de qualité, il ne faut pas qu'ils soient issus de la pétrochimie, du gaz, de notre ami Poutine. Il faut qu'ils soient issus avec des intrants animaux, organiques. Et donc il y a un équilibre à trouver entre justement... Parce qu'autrement, le légume qu'on sert aux gens, c'est une vraie saloperie. Pour la planète, c'est une saloperie aussi parce qu'en général, il y a des pesticides. C'est une saloperie pour la santé. Donc vraiment, le critère clé, c'est le sourcing des produits. Et je ne sais pas comment vous fonctionnez vous vis-à-vis de vos producteurs. Est-ce que justement ils utilisent des intrants animaux ou pas? Voilà. C'est vrai qu'on l'a à peine dit, mais de se tourner vers des produits biologiques, c'est très important. Et on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui travaillent de façon raisonnée, qui vont traiter que si besoin. Après, tout ce qui est biologique va admettre des pesticides, mais qui ne vont pas être aussi violents ou aussi transformés que ce que peut faire Monsanto et compagnie. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce sourcing-là. Après, moi dans ma démarche et dans le respect du vivant, je ne suis pas contre le fait je pense que c'est important, ce que vous avez dit, de ne pas utiliser des produits chimiques pour faire pousser les végétaux, c'est une certitude. Et l'animal a son rôle à jouer, qu'il soit sauvage ou pas, ça c'est une certitude aussi, parce qu'on a un écosystème et il y a plein de choses, et il faut que le sol soit vivant, il faut qu'il y ait des insectes, parce que tout le monde a son rôle à jouer, et l'écosystème autour du champ, il est primordial. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Donc, dans le sourcing produit, on ne l'a pas assez mis en avant, mais il faut prôner ce genre de démarche-là, et qui est heureusement encore présente. Et le fait d'avoir le moins de pesticides possible et des sols vivants. On commence à entendre de plus en plus le côté sol vivant, parce qu'on a des agriculteurs qui sont conscients de cette force-là, du fait que l'écosystème est créé autour des produits qui sont en train de faire pousser. Bonjour, je suis ancien restaurateur. Je voulais une question à tous les trois. Dans quelle proportion vous faites du végétal et du non végétal, puisque vous avez parlé, vous utilisiez que... En fait, je suis désolé, on vous entend pas. On vous entend pas très bien. Dans quelle proportion vous utilisez du végétal, que du végétal, ou vous mixez avec du non végétal? Est-ce que les trois... En fait, moi, par exemple, j'ai à peu près entre 6 et 9 mets végétales sur l'ensemble de mes cartes, entre le room service, le bar et les différents restaurants. Et après, en fait, c'est la part de végétal dans une alimentation protéine animale qui est aussi importante que la protéine animale. Après, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui sont juste à côté de Paris, à Carrières-sur-Seine, la famille Riant. Sont depuis des années mes partenaires de champ, on va dire. Et je pense aussi, ce qui est très important, et on n'en a pas trop parlé, c'est aussi d'aller visiter nos producteurs. Je pense d'aller voir avec nos brigades, d'aller voir ce que c'est que vraiment le travail d'un paysan. C'est-à-dire que quand moi j'emmène ma brigade et je dis ok, on va cueillir des haricots verts, je vous rassure, hein, au bout d'une heure, ils ont mal partout. Hein.
parce qu'on n'est plus habitué à se baisser et aller chercher les haricots verts. Mais je pense que c'est aussi ça l'important du végétal. C'est de mettre en relation les producteurs, les cuisiniers, pour après être aussi super confortable pour parler de nos produits avec nos clients. Il y a d'autres questions? Produits laitiers? Ouais. Oui, moi c'est Bayver qui me fait une grande partie de mes produits. Et après là, il y a 2 jeunes qui s'appellent Fleur de Ferme, qui sont un peu dans le nord et qui viennent de développer une très très belle offre avec un très beau lait, qui viennent de rentrer au Champ Vela. Bonjour. J'avais une question, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau... par rapport à l'apprentissage, le fait que les cuisiniers étaient ancrés justement dans une manière classique de cuisiner et qu'il était compliqué pour eux justement de passer au végétal. Du coup, vous, dans votre restaurant, ou même c'est pour vous trois, comment ça se passe l'apprentissage quand vous recrutez un cuisinier qui sort pas typiquement d'une école ou qui a déjà une expérience dans un autre restaurant classique? Comment ça se passe cet apprentissage pour lui apprendre à cuisiner du végétal, à passer sur du 100% végétal? Quelles sont les difficultés et les avantages par rapport à ça? Je dirais que c'est... Effectivement, au premier abord, ça peut, quand tu as quelqu'un en face de toi qui n'a jamais été sensibilisé à cet aspect-là, ça peut freiner. Mais justement, ça passe par le fait de ne pas être dans l'extrême tout de suite et de pas être... parce que moi, je ne suis pas sur du 100% végétal, mais je suis sur du 95% local. Et en tout cas, 100% français, ça c'est sûr. Donc c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que quand je vais avoir, je vais avoir ma chef pâtissière, je repense, qui est arrivée il y a 2 ans, qui est arrivée et je lui dis, déjà, pour commencer, il faut que je t'annonce quelque chose à l'entretien direct. Déjà, le chocolat, c'est quasiment mort. On pourra en faire un petit peu, mais vraiment, si tu es en panne d'inspiration. Mais par contre, tu oublies la mangue, tu oublies l'avocat, tu oublies tout un tas de graines, tout un tas d'épices. Mais je lui ai proposé des solutions et je l'ai accompagné. Sur la cuisine végétale, c'est exactement pareil. Du coup, tu vas pas pouvoir travailler toutes les viandes, tous les poissons, tous les produits issus d'animaux, donc la crèmerie, etc. Mais comment on fait pour se creuser la tête et trouver des solutions? Et au début, forcément, ça crée un frein, mais ensuite, je me suis rendu compte, pour en avoir parlé justement avec elle hier, de faire un peu le bilan 2 ans après. En fait, ça lui a ouvert beaucoup de portes en termes de créativité et même en termes de connaissances, parce qu'elle a fait des choses qu'elle n'avait jamais testées. Je pense à un truc tout bête, mais un lait d'avoine, par exemple, qui est tout, c'est vraiment bête, mais c'est quelque chose qu'on va faire aussi. On va le faire. On prend l'avoine brute et on va le faire. Et ça permet de voir que le déchet, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Le lait, tu en fais autre chose. Et tu te rends compte que même en termes de logique, je parlais des pertes et du gaspillage tout à l'heure, tu es gagnant parce que ça te tu pousses la créativité à fond. Et c'est très intéressant parce que je pense que pour pouvoir vraiment former ces équipes en cuisine, après je rejoins vraiment sur beaucoup de points, mais je pense qu'il faut essayer de transmettre déjà les convictions, d'essayer d'expliquer pourquoi on fait ça. Déjà ça rajoute quelque chose en plus. Après le geste, bien sûr, de montrer le geste, de répéter le geste, mais aussi c'est la compréhension de ce qui est fait dans l'assiette. Pourquoi je vais chercher à avoir un peu de grillé sur cet élément-là, mais en même temps du fondant, qu'est-ce que ça va rajouter dans l'assiette? Et en fait, cette compréhension de la construction de la recette, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour pouvoir déléguer le fait de préparer cette recette-là avec les différents points. Pourquoi je vais utiliser 2 assaisonnements dans cette salade? Parce que ça va rajouter du rythme, parce qu'on va avoir une saveur supplémentaire, parce qu'on va avoir de l'acidité qui va venir, etc. Donc on va avoir une structure qui va être un peu plus intéressante dans la recette. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de leur expliquer pourquoi cet élément-là, on va le mettre dans cette recette pour ajouter du croquant, ou ainsi de suite. Et du coup, après,
je pense que on transmet la vision en même temps. On transmet le geste, mais on transmet la vision et les convictions. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à former mes collaborateurs. C'est juste, en fait, c'est ça ce que tu dis, c'est juste donner du sens en fait. Pourquoi on fait ça? Et des connaissances aussi pour qu'ils puissent les valoriser dans d'autres postes plus tard. dans leur carrière. Et bon, après, moi, j'ai une petite cuisine. Pas beaucoup de monde dans mes cuisines par rapport à même, je crois que vous êtes 8, c'est ça? Donc moi, on est 3 par restaurant. J'ose pas demander. Pas assez. Pas assez, oui. mais en soi, moi je fais changer de poste. C'est-à-dire que le chef de partie chaud va passer au froid. Et ça aussi resserre les liens dans mon équipe. Ça permet aussi d'être souple, si jamais quelqu'un est malade, si jamais de pouvoir remplacer. Mais en fait, quand on comprend le travail de l'autre à côté, on le respecte aussi beaucoup. On va devoir s'arrêter. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais on reste dans le coin. Si vous avez d'autres questions, on reste par là et on pourra poursuivre notre échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.